Bonjour à vous. On va commencer aujourd'hui notre suite du cours de la régulation de la pression artérielle, toujours dans l'unité cardiovasculaire de la physiologie. Alors, dans le cours qui en a déjà déposé, enfin, on a parlé des notions de base de la pression artérielle, on a défini et on a parlé des variations physiologiques. Dans ce cours, on va parler comment le corps arrive à corriger toute modification de la pression artérielle. Alors, on va commencer notre vidéo. On va commencer par les facteurs qui déterminent la pression artérielle. Euh, comme tout terme, euh, comme tout terme d'un organisme humain, on a essayé de faire des équations qui peuvent faciliter la négociation de tous les facteurs qui peuvent modifier tel ou tel mécanisme. Pour le cours d'aujourd'hui qui est la pression artérielle, on a donné cette équation que la pression artérielle est égale au débit cardiaque multiplié par la résistance. C'est débit cardiaque multiplié par la résistance. Puisque le débit cardiaque est égal à la fréquence multipliée par le volume d'éjection systolique, on peut déduire que la pression artérielle est donnée par l'équation, la fréquence multipliée par le volume d'éjection systolique multiplié par la résistance. Alors, tous ces trois paramètres peuvent modifier la pression artérielle. Alors, on va parler de la fréquence, on va parler de volume d'éjection systolique et bien sûr les résistances. Alors, la fréquence elle est établie par le nœud sinusal, lequel va donner une fréquence élevée de 120 à 140 battements par minute. Cette fréquence de base, on peut dire, du cœur, d'autonome du cœur, elle sera corrigée par le système vagal, c'est-à-dire le frein vagal, qui va donner une fréquence compatible avec la vie de 75 battements par minute. Deuxième facteur, c'est le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, il s'agit du volume éjecté par chaque contraction ventriculaire. Cette notion-là sera modifiée par trois paramètres: précharge, post-charge, contractibilité. Alors, toute modification de l'un de ces trois facteurs, elle va modifier le volume d'éjection systolique, alors la pression artérielle. C'est quoi la précharge? La précharge, c'est la compliance du ventricule. C'est-à-dire, c'est le volume total que peut un ventricule contenir avant l'éjection. Toute augmentation de la précharge, elle va favoriser l'augmentation de volume d'éjection systolique. C'est-à-dire, par exemple, si une bouteille elle est bien remplie, lorsqu'on va ouvrir le bouchon, le liquide elle va sortir avec une grande pression parce que cette bouteille est remplie par rapport à une bouteille en demi-quantité, etc., elle va enfin éjecter d'une façon très forte. Ça, c'est la précharge. La post-charge, c'est toute force qui s'oppose à l'éjection du sang. C'est-à-dire, ce sont deux facteurs. C'est la résistance vasculaire et c'est le poids du sang. Alors, la post-charge, elle est inversement proportionnelle au volume d'éjection systolique. Lorsque les forces qui s'opposent à l'éjection augmentent, c'est-à-dire l'augmentation de la post-charge, alors il y a une diminution de volume d'éjection systolique. Troisième, c'est la contractibilité. C'est l'état de la fibre musculaire au niveau du ventricule. C'est une notion qui peut établir les deux termes, un cœur fort et un cœur faible. Et ça, c'est la contractibilité. Enfin, elle est régulée par le système végétatif, principalement le système sympathique, qui va augmenter la contractibilité, c'est-à-dire elle va donner l'effet inotrope positif. Troisième terme qui peut modifier la pression artérielle, c'est la résistance. Alors, la résistance, elle est donnée par cette équation. La résistance égale à mu multiplié par L sur PR puissance 4. Alors, le mu, c'est la viscosité du sang. C'est un facteur constant en physiologie. Le L, c'est la longueur du vaisseau. Et le R minuscule, c'est le rayon du vaisseau. La viscosité donnée en gris clair avec la longueur du vaisseau, ce sont des facteurs qui sont constants. La variation de cette résistance varie en fonction de rayon de vaisseau. Et il faut savoir que cette variation est inversement proportionnelle. C'est-à-dire, lorsque le rayon d'un vaisseau augmente, la résistance, elle va diminuer. Ça, ce qu'on dit une vasodilatation. Le contraire, c'est la vasoconstriction, où
le rayon va diminuer, alors la résistance, elle va augmenter. Si on a une vasoconstriction, le R est faible, la résistance est très importante, alors selon cette équation, on dit que la pression artérielle augmente, c'est-à-dire la vasoconstriction donne une augmentation de la pression artérielle. Alors, la variation de la résistance est en fonction du rayon du vaisseau et elle va varier, on a dit, en inversement proportionnel. Si par exemple on va multiplier le R, si on va multiplier le R par 2, alors la résistance elle va diminuer en 16 fois. Alors il y a c'est dû à cette 4 en puissance, c'est pas très important. Alors le siège de ces résistances vasculaires, c'est au niveau des artérioles. Les artérioles, ce sont, on peut dire, les divisions terminales des grands vaisseaux avant les capillaires. Ces artérioles se caractérisent par la présence d'une musculature lisse très importante. Cette musculature lisse et ainsi sa constitution histologique de point de vue élastique, fibre élastique, elle va augmenter la résistance vasculaire. Alors, la résistance périphérique totale, ce qui est la résistance normale, 70 de ces résistances totales sont représentées par les résistances créées par les artérioles. Le reste, on peut le trouver dans le système artériel. Le système veineux est très très faible, ne contient pas une importante résistance parce que c'est un système de compliance et sert d'un réservoir. Le contrôle de ces résistances, il faut savoir que pour contrôler ces résistances, il y a l'intervention du système nerveux végétatif. C'est le système sympathique et le système parasympathique. Alors, le système, et il y a une faute ici, c'est la noradrénaline, c'est pas la dopamine, c'est la noradrénaline qu'elle va modifier, c'est une faute ici. Alors, on va corriger dans le support. Le système sympathique, il sert de créer une certaine contraction de base. C'est-à-dire, lorsqu'on va trouver une artériole à l'intérieur d'un corps humain, c'est un patient qui est en vie, alors le système sympathique, il fonctionne, il y a une petite contraction de base. On parle de tonus myogénique basal. C'est une vasoconstriction basale. Alors, on a écrit en rouge, c'est TMB, tonus myogénique basal. Le système sympathique, à travers la libération de la noradrénaline, il va créer cette construction de base. C'est-à-dire, sans qu'il y ait un problème, sans qu'il y ait une pression, un trouble de pression, le système sympathique prédomine dans l'innervation des vaisseaux. C'est très important de connaître que le système sympathique, il va créer dans les artérioles une contraction de base appelée le tonus myogénique basal. Une fois que le système sympathique ne fonctionne pas, il y a une baisse de ce tonus, c'est-à-dire de cette petite contraction, ce qui va donner une baisse de pression artérielle très sévère. Le deuxième système qui s'oppose au précédent, c'est le système parasympathique. Alors, il utilise l'acétylcholine. Il faut savoir que le parasympathique dans les vaisseaux est moins utilisé. Alors, c'est un système passif. Lorsqu'on désactive le système sympathique, apparaît la fonction du parasympathique. C'est bon? Si le système sympathique est désactivé, il apparaît la fonction du parasympathique. Le parasympathique n'est pas activé si le système sympathique est présent. Il faut qu'on va inhiber le sympathique pour activer le parasympathique. Et bien sûr, le parasympathique donne un effet différent. C'est une vasodilatation, une augmentation de rayon, alors une diminution de résistance. Maintenant, on va parler de la régulation de la pression artérielle. Bien sûr, la pression artérielle, elle varie dans des conditions physiologiques, mais ces variations doivent être dans des limites bien étroites afin de garder un bon fonctionnement principalement du système nerveux. Parce que, enfin, pourquoi il faut réguler la pression artérielle? Au niveau de notre système principalement encéphalique, il y a des vaisseaux qui sont très très fins. Ces vaisseaux ne doivent contenir une pression artérielle bien déterminée. Toute une augmentation de pression peut donner une hémorragie interne, enfin cérébrale, ou etc. C'est pour ça que cette pression doit être bien régulée. Et enfin, tout trouble de pression, elle va donner un trouble de débit cardiaque, alors c'est une malperfusion des tissus, ce qui va poser un problème. Enfin, les mécanismes de la régulation de la pression artérielle,
les classifier en trois mécanismes qui diffèrent par deux différences. La première, c'est la rapidité d'activation. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui sont activés en première intensité. Une fois que le trouble se déroule, alors il y a ce premier mécanisme qui va s'activer. Ce sont les mécanismes très actifs. Alors, la deuxième différence, c'est la durée de leur action. Enfin, la durée de leur action, c'est-à-dire quelle est la durée que ce mécanisme nécessite, c'est-à-dire il va durer dans le temps. Si il est activé, il dure combien de temps? Il y a par exemple les mécanismes à court terme, elles vont s'activer en première intensité. L'action de ces mécanismes, c'est très rapide. Ils vont s'adapter rapidement. On va parler des trois mécanismes à court terme qui vont s'adapter. Une fois qu'ils vont s'adapter, ils ne vont pas réguler. Le moyen terme, alors c'est un système hormonal, on va le bien détailler. Et à long terme, ils vont durer 2 à 3 jours pour bien corriger la pression. Mais ce sont des mécanismes efficaces. Alors, on va commencer par la première, c'est le premier mécanisme à court terme. Alors, il y a trois récepteurs, on peut dire trois phénomènes qui peuvent réguler et intervenir dans la première intensité. C'est les barorécepteurs, les chémorécepteurs et le réflexe d'ischémie centrale. Les barorécepteurs, on va commencer par les barorécepteurs. C'est quoi barorécepteurs? Les barorécepteurs, ce sont des tensiorécepteurs. C'est-à-dire elles sont sensibles à la tension et à la pression. Où se trouvent ces barorécepteurs? C'est au niveau du sinus carotidien. Le sinus carotidien, il se localise au niveau du cou. Une fois que l'artère carotide commune, il va se diviser. Il y a un sinus carotidien. Deuxième place, c'est la crosse aortique. La crosse aortique contient encore ces barorécepteurs. Quelle est le mécanisme de fonctionnement de ces barorécepteurs? Enfin, les barorécepteurs sont très sensibles à une variation de la pression artérielle. Si la pression artérielle elle va s'augmenter, ces barorécepteurs elles sont très sensibles. Alors, ils vont donner un influx nerveux. L'influx nerveux, il va être capté il va être véhiculé, on peut dire, à travers les afférences présentées en orange ici. Les afférences, ces afférences, ils vont gagner le système nerveux central. On peut dire c'est le centre bulbaire, le système de régulation centrale. Et ce système va donner une réponse. Elle va être véhiculée à travers les afférences jusqu'au niveau de la périphérie. Et ça ici va donner une réponse appropriée. Alors pour les afférences, elles sont représentées par deux nerfs. Le nerf 9, le glossopharyngien, et le nerf 10, c'est le vague. Ces deux nerfs vont véhiculer les informations captées par les barorécepteurs jusqu'au niveau du centre bulbaire qui se trouve dans le bulbe rachidien. C'est principalement au niveau de noyau dorsal du vague, NDV, et le deuxième centre, c'est le centre vasomoteur et cardio-régulateur. Alors, le noyau dorsal du vague. Alors, lorsqu'on dit vague, c'est toujours le système parasympathique. Et présenté ici en bleu clair. Tout ce qui est bleu clair, c'est parasympathique. Tout ce qui est jaune, c'est le sympathique. Alors, le noyau dorsal du vague, il va utiliser là le nerf vague. Le nerf vague, alors, appartient toujours au système nerveux parasympathique, lequel il va utiliser des récepteurs cholinergiques, c'est-à-dire l'acétylcholine. Cette acétylcholine sera libérée dans les zones, c'est-à-dire au niveau des extrémités nerveuses qui énervent les petits vaisseaux. Elle va donner une diminution de résistance, alors une vasodilatation, lequel elle va donner une baisse de la pression artérielle. Le deuxième mécanisme, c'est le centre vasomoteur et cardio-régulateur. Il va utiliser la voie bulbospinale. Cette voie bulbospinale appartient au système sympathique. Alors, le système sympathique, il va utiliser des récepteurs bêta-adrénergiques au niveau des muscles lisses des petites artérioles, lequel il va causer une augmentation de la résistance, alors une vasoconstriction. Alors, les barorécepteurs arrivent à corriger toute une diminution ou augmentation de la pression artérielle à travers les deux systèmes, le sympathique et le parasympathique. Alors, comment ça se fait? On va donner l'exemple de l'augmentation de la pression artérielle, par exemple. Alors,
Lorsque, par exemple, la pression artérielle augmente, alors on va quoi faire? On ne nécessite pas le système sympathique, on nécessite le système parasympathique. Et on a dit que pour le système parasympathique s'active, il faut que le sympathique soit inhibé. Alors, c'est pour ça qu'on a une diminution de l'activité du système sympathique. Alors, c'est une baisse de résistance. Alors, une augmentation de l'activité du système parasympathique, alors il va donner une bradycardie. Une bradycardie, c'est-à-dire une diminution de la fréquence cardiaque. Alors, ce qui va être dans deux résultats, c'est une diminution de débit cardiaque avec une vasodilatation, c'est-à-dire une diminution de la résistance. Et selon l'équation qu'on a déjà parlé dans la deuxième diapo, il y a cette équation, débit cardiaque multiplié par la résistance. Si le débit cardiaque diminue et la résistance diminue, bien sûr, la pression artérielle diminue. Alors, euh, les barorécepteurs corrigent les variations rapides de la pression parce que c'est un mécanisme à court terme. Il faut apprendre ça. À court terme, les variations rapides. Quelles sont les variations rapides? C'est au cours de deux mécanismes, l'orthostatisme et l'exercice physique. C'est quoi l'orthostatisme? On a déjà expliqué dans les cours qu'on a déjà déposés. C'est une transition, d'une position, allongée à une position debout. Ça va causer une modification de la précharge et ainsi de la post-charge, ce qui va créer une diminution de la pression, de la fréquence, de la pression artérielle, on a dit de 30 mm de mercure. Alors, il faut savoir que ce mécanisme d'orthostatisme il va poser un problème chez les diabétiques parce que les diabétiques, enfin, n'arrivent pas à accompagner, à corriger rapidement ces variations. C'est dû vraiment à des problèmes endothéliales et ainsi du système nerveux. Alors, ils vont souffrir des vestiges qui accompagnent la levée rapide et brève d'une position couchée à une position debout. Deuxième, c'est l'exercice physique. Enfin, c'est une variation. Il faut qu'on augmente la pression artérielle au cours d'un exercice physique et ça, c'est le fonctionnement des barorécepteurs. Deuxième mécanisme de correction à court terme, c'est les chémorécepteurs. Lorsqu'on dit chémo, on dit chimiorécepteurs qui sont sensibles à une modification de la composante du sang. Alors, ces chémorécepteurs, elles interviennent dans les mécanismes de respiration. Vraiment, elles sont utilisées dans la respiration. Du fait, on va parler dans des prochains cours dans la respiration, de travail de ces chémorécepteurs. Elles sont sensibles à l'hypoxie. C'est quoi? Une diminution de l'oxygène sanguin, de l'hypocapnie, une diminution de CO2 et une acidose, c'est-à-dire une augmentation des ions H+. Alors, on a dit elle va contrôler la respiration. Ces chémorécepteurs sont localisés au niveau du glomus carotidien, toujours au niveau de l'artère carotide interne, au niveau de sa division, et dans la crosse aortique. Ils vont varier, ils vont corriger les variations enfin des pressions entre les 60 à 80 mm de mercure. Principalement, les chémorécepteurs sont utilisés en cas d'hémorragie. Alors, l'hémorragie, c'est-à-dire c'est une diminution de volume sanguin. La diminution du volume sanguin va diminuer la pression. Ils vont donner une augmentation de la respiration comme des résultats de respiration et une tachycardie, augmentation de la fréquence cardiaque avec une vasoconstriction. Lorsque le volume diminue, on essaye de faire la vasoconstriction, on diminue l'espace pour faire une pression. C'est pour ça, c'est le même mécanisme que j'ai déroulé à l'intérieur de notre organisme. Troisième mécanisme à court terme rapide, c'est l'ischémie centrale. Alors, il est utilisé dans un état de choc. C'est quoi l'état de choc? C'est l'état de choc au niveau de la cellule. Ou au cours de la cellule, elle va souffrir d'une ischémie, une baisse d'oxygène et des nutriments, ainsi que l'hypoxie intracellulaire lorsque la cellule est en souffrance par une baisse de pression artérielle ou là de l'oxygène. Alors, lorsque la pression est moins de 50 mm de mercure, c'est très dangereux. Alors, elle va servir à stimuler le centre pulmonaire. Alors, par l'activation du système sympathique, elle va donner une vasoconstriction généralisée très très importante pour enfin diminuer on peut dire l'espace pour enfin augmenter la pression artérielle. Les mécanismes à moyen terme, c'est principalement le système hormonal. Enfin, il y a trois mécanismes. C'est le réflexe tension-relaxation, c'est-à-dire si une personne souffre d'une pression artérielle élevée alors pendant un mois, etc.
C'est une pression artérielle due vraiment à une augmentation de la volémie, parce que le volume sanguin n'est pas normal, il est très important. Puisque le volume normal est très important, il y a une augmentation de la compliance du système veineux, c'est-à-dire que les veines, les vénules, puisqu'elles contiennent une paroi élastique, alors ces fibres élastiques ils vont être étirées. Et du fait de l'étirement constant et permanent, ils vont se relâcher. Il y a une relaxation. Deuxième, c'est l'échange capillaire, c'est selon la pression hydrostatique entre l'espace interstitiel et la cellule. Lorsque la cellule souffre d'une augmentation ou là, lorsque le sang alors, est en hypovolémie, diminution de la volémie, alors l'eau il va sortir à l'intérieur, c'est-à-dire à travers les cellules, vont sortir dans l'espace interstitiel, puis va gagner le sang pour augmenter la volémie. Troisième mécanisme qui est le plus important, c'est le système rénine-angiotensine, on peut dire aldostérone. Alors c'est un système hormonal très important, le plus important, alors dans dans les outils à moyen terme. Alors ce système rénine-angiotensine fait appel à un appareil important dans l'organisme humain. Il faut apprendre par cœur, on va le répéter bien dans l'endocrinologie et dans le système urinaire. Alors, cet appareil juxtaglomérulaire, elle est faite d'une artériole afférente qui entre dans le glomérule. Tout ça, c'est le glomérule. Alors, artériole afférente, ça, c'est un glomérule. Ce sont des artérioles qui sont très contournées. Ils vont sortir à travers une artériole efférente. Ce glomérule est très sensible à une variation de la perfusion rénale, de la filtration glomérulaire au sein de cette chambre en jaune, la chambre glomérulaire. Alors, et ici, il y a des cellules. Cet épaississement, c'est la macula densa qu'elle va libérer une hormone importante appelée la rénine. Cette rénine, alors libérée par l'appareil juxtaglomérulaire, elle agit sur une protéine appelée angiotensinogène ou une glycoprotéine, lequel elle va le transformer en angiotensine 1. Cette angiotensine 1, elle va porter dans la circulation et gagner le poumon. Elle va rencontrer l'enzyme de conversion, lequel va se transformer en angiotensine 2. Cette angiotensine 2 est très importante, elle va donner les effets sur 2 organes, plus des effets secondaires. Alors, le premier effet, c'est qu'elle va agir au niveau de la corticocérénale. Elle va la stimuler de libérer l'aldostérone. L'aldostérone a un rôle va augmenter la volémie va causer une rétention hydrosodée, c'est-à-dire une réabsorption du sodium et d'eau au niveau du tube contourné distal. Et le deuxième organe qui est l'hypophyse. Alors, il va stimuler l'hypophyse de libérer l'ADH et la CCH. L'ADH, c'est une hormone antidiurétique. Elle va causer la rétention de l'eau au niveau du tube contourné distal, au niveau du tube collecteur, pardon. C'est au niveau du tube collecteur qui agit l'ADH. La CTH possède une fonction encore presque, c'est-à-dire de même fonctionnement comme l'aldostérone, et en fait, elle va stimuler la libération de l'aldostérone comme un effet secondaire, mais son rôle intervient principalement dans le stress. Mais le rôle dans le système de rénine-angiotensine, c'est de stimuler la libération de l'aldostérone par la corticocérénale, mais elle est libérée par l'hypophyse. Les autres effets, elle va donner hypertrophie cardiaque, une vasoconstriction, toujours pour augmenter la volémie, l'activation du système sympathique, etc. Il faut savoir que ce système rénine-angiotensine, il va servir à augmenter la pression artérielle, n'est pas diminuer la pression artérielle, sert à augmenter la pression artérielle. Le dernier mécanisme, c'est les mécanismes à long terme. Alors, sans ce dernier diapo, on va parler à long terme, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Enfin, ce sont des mécanismes qui jouent sur l'équilibre de la volémie. Il faut que le volume sanguin soit constant par l'intervention de 2 hormones. Enfin, c'est l'ADH et l'aldostérone qu'on a déjà expliqué. L'ADH libéré par l'hypothalamus, alors cause les résorptions d'eau par le tube collecteur, et l'aldostérone libéré par la corticocérénale, et va entraîner une résorption hydrosodée au niveau du tube contourné distal.
Alors, pourquoi ces deux mécanismes sont activés? C'est dû vraiment à un mécanisme on peut dire, qui se confond avec le moyen terme. C'est par des troubles au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Le trouble de la libération le trouble de pression artérielle va donner des troubles de perfusion rénale. C'est-à-dire le sang qui arrive au niveau du rein est insuffisant. Alors, elles vont entraîner un trouble de filtration glomérulaire. Le trouble de filtration glomérulaire mettre en jeu le système de la rénine dans lequel il est terminé, est accompagné par le système d'aldostérone. Et normalement, on a terminé le cours.